Dans cette vidéo de rappel numéro 3, nous allons parler de deux vecteurs, le vecteur vitesse, ou vitesse instantanée, et le vecteur variation de vitesse, qui ont donc été vus en seconde et en première. Donc, le vecteur vitesse instantanée, ou vecteur vitesse. Donc, un petit rappel, qu'est-ce que la vitesse instantanée? C'est la vitesse d'un système, c'est-à-dire d'un objet dont on étudie le mouvement, à un moment donné. C'est-à-dire que cette vitesse peut changer, et elle d'ailleurs, elle n'a aucune raison de rester toujours la même. Et pour vous donner une petite indication, ça serait la vitesse instantanée, ça serait la vitesse donnée par le compteur d'une voiture. Donc on voit qu'on mesure à chaque instant la vitesse de la voiture et on peut connaître à chaque instant sa vitesse. Elle est je dirais, un peu en opposition à la vitesse moyenne, qui est elle la vitesse sur tout le trajet. La vitesse moyenne sur tout le trajet. Donc on sait qu'un vecteur est défini par plusieurs choses. Sa direction, c'est la droite sur laquelle elle se trouve, et là, c'est tangent à la trajectoire du système pour le vecteur vitesse instantanée. Son sens, ça veut dire, sur cette droite, on va mettre une flèche, une tête de flèche, c'est ça le sens, donc c'est celui du mouvement. La valeur, ça va être la longueur de la flèche, ou la norme du vecteur. Donc c'est la valeur moyenne de la vitesse du système entre deux instants très proches. Donc ça, c'est quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, on ne peut pas connaître la valeur de la vitesse à un point donné. Parce que la définition d'une vitesse, c'est quoi? C'est la distance parcourue, divisée par une durée. La durée de parcours. Et quand on a un point donné, mais comment faire pour avoir une distance parcourue? Je suis à un endroit. On va simplement prendre le point après. Donc, ça va être la distance entre le point auquel je suis et le point où je serai après. Le laps de temps qui s'est écoulé entre le point où je suis et le point où je serai après, donc MI le point où je suis, MI plus 1 le point où je serai après. Il s'est écoulé un petit laps de temps, et ce laps de temps, cette durée, c'est l'instant où je serai au point après, moins l'instant où je suis au point actuellement. Donc voilà, c'est toujours une distance divisée par une durée. On prend une petite distance parcourue sur une petite durée. Et ça nous fait donc la vitesse instantanée. Donc ce vecteur vitesse, donc ça c'est la norme du vecteur vitesse. Ce vecteur vitesse, il va falloir savoir le tracer. Vous avez appris à le tracer, on va le revoir rapidement comment le tracer. Donc voici une chronophotographie un peu bancale. À mon avis, il manque des positions du ballon, un ballon de basket qui est lancé. Il doit manquer une position ici, sinon le ballon ici a une grande vitesse. Ensuite, après, il a une vitesse plus faible parce que les positions du ballon se rapprochent. Et ensuite, il a une vitesse plus grande parce que donc le ballon réaccélérait sans raison ici. Donc, à mon avis, il doit manquer une position du ballon là. Peu importe, c'est pour vous remontrer le tracé. Donc, comment je vais faire? Donc, je vais déjà commencer par numéroter les positions de mon ballon. Donc, je vais l'appeler M1 ce point, M2 ce point, M3 ce point, M4, M5, M6. Voilà, ce sont les différentes positions, en sachant que je sais qu'il s'est écoulé, on va dire delta t, donc une certaine durée, peut-être une seconde, une demi-seconde. Donc ça va dépendre comment la chronophotographie, donc cette photo a été fabriquée. On sait qu'il s'est toujours écoulé la même durée entre chaque position du ballon. Donc là, je vais dire une seconde. Donc ensuite, je vais par exemple tracer le vecteur vitesse, comment avoir le vecteur vitesse au point, le vecteur vitesse à l'instant 2. Donc le vecteur vitesse à l'instant 2 sera égal à, en fait, au vecteur M2, M3, divisé par la durée qui s'est écoulée entre M2 et M3, et c'est la durée delta t. Moi, ce qui m'intéresse dans un premier temps, c'est la norme, donc savoir quelle est la valeur de cette vitesse. Donc je vais oublier les vecteurs. Ça va être donc la distance M2, M3 divisée par delta t. Donc vous mesurez cette distance M2, M3 avec votre règle. Attention, c'est une photo, ce n'est pas une distance réelle. Vous devez par exemple avoir une échelle qui vous dit que 10 cm sur la photo représente 1 mètre dans la réalité, par exemple, et donc vous calculez grâce à cette échelle la vraie distance M2, M3 dans la réalité. Et vous divisez cette distance M2, M3 par la durée qui s'est écoulée. Et donc, alors imaginons qu'il y a 2 mètres et qu'on a fait ça en une seconde. Donc on a une vitesse instantanée de 2 mètres par seconde.
Donc, je sais que maintenant la vitesse instantanée au point 2 est de 2 mètres par seconde. Comment tracer le vecteur vitesse? Eh bien, pour tracer le vecteur vitesse, alors je vais un peu effacer tout ça pour nous laisser un peu de place. Je vais donc avoir besoin uniquement de ça. Donc, je vais devoir tracer en fait la tangente à la courbe, à la trajectoire, au point 2. Comment faire finalement? En fait, on prend le point avant, le point après, et on va tracer une parallèle à ça. Donc le point avant, le point après, c'est ça. Et on va tracer une parallèle à ça. Et on va dire que là, on a une tangente. Donc ça, c'est... je vais pas réussir à l'effacer. Donc vous avez vu comment on obtient. Je vais la retracer sans avoir besoin. Donc j'essaie de prendre quelque chose parallèle. C'est pas génial, mais voilà, je vais essayer de décaler un peu. Voilà, je pars du point M2, vu que je veux la vitesse au point M2, et j'ai ça. Ensuite, maintenant que j'ai ça, il va me falloir choisir une longueur de ce vecteur. Le sens du mouvement, tout le monde a bien vu que le mouvement allait dans le sens là. Donc le ballon allait dans le sens là. Donc la direction de ma flèche est assez simple, c'est dans le sens du mouvement. Donc je vais placer une pointe de flèche ici. Et la longueur de ma flèche n'a pas été choisie au hasard. Elle doit refléter mon 2 mètres par seconde que j'avais calculé avant, c'est-à-dire que je dois choisir une autre échelle. Dire par exemple que 2 cm sur mon schéma représente 2 mètres par seconde. Et dans ce cas, j'aurai la longueur de ma flèche qui sera sur ma photo, sur mon schéma, qui sera choisie avec minutie. Donc imaginons maintenant, donc voilà comment tracer le vecteur vitesse, le vecteur vitesse instantanée. On va maintenant revenir ici, donc on a vu la partie vecteur vitesse. À partir de ça, vous avez vu l'année dernière le vecteur variation de vitesse. C'est-à-dire simplement une construction graphique qui va nous dire, mais comment varie la vitesse? Comment varie le vecteur vitesse? Et ça va nous donner une indication sur le mouvement. Donc on définit le vecteur vitesse entre les positions MI et MI plus 1, donc entre deux points l'un à côté de l'autre, sur la chronophotographie, d'un système comme donc delta pour variation, c'est une soustraction, et d'ailleurs on le retrouve ici, delta V, donc le vecteur variation de vitesse, entre les points I et I plus 1, c'est le vecteur VI plus 1, donc le vecteur vitesse au point I plus 1, moins le vecteur vitesse au point I. Donc, comment tracer ce vecteur? Eh bien, c'est par construction graphique. Donc là, on a les points A et les points B. Le point B est après le point A. Donc, pour tracer le vecteur variation de vitesse entre les points A et B, vous voyez que le vecteur variation de vitesse entre le point A et B partira du point B, donc du point I plus 1. C'est le vecteur vitesse au point B, donc I plus 1, moins le vecteur vitesse au point A. Donc moins le vecteur I, moins le vecteur A. Et comment on a fait pour faire ça? Eh ben, on a simplement pris, donc, comme dit avant dans la vidéo, on a tracé les vecteurs VA et VB, comme précédemment, donc en faisant des mesures, en traçant la tangente, etc. Une fois qu'on a ces deux vecteurs, on part du point B, qui va être le point de départ du vecteur variation de vitesse delta V AB. Ensuite, on met le vecteur B, il y était déjà, pas de souci. Et au bout du vecteur B, on va mettre le vecteur moins VA. Le vecteur moins VA, c'est-à-dire c'est le vecteur VA, mais dans l'autre sens. On a changé le sens. Le vecteur VA allait vers le haut, en haut à droite, et le vecteur moins VA ira vers la position en bas à gauche. Donc, même longueur, ils sont parallèles, ces deux vecteurs, et donc au bout du vecteur VB, je mets moins le vecteur VA. Et en fait, le vecteur delta V entre le point A et le point B, c'est le point de départ du vecteur VB et le point d'arrivée de moins le vecteur VA. C'est une construction graphique que vous avez déjà fait entre deux vecteurs en mathématiques. Je pense que ça ne doit pas trop poser de soucis. Donc voici la construction, comment on construit le vecteur donc delta V. Et à quoi ça va nous servir? Eh bien, vous avez vu l'année dernière qu'il existe en fait une relation entre la variation du vecteur vitesse et
la somme des forces. Donc là, on est en train de dire qu'il existe une relation entre la façon dont le mouvement, dont la vitesse, donc le mouvement va varier, et les forces qui sont appliquées sur l'objet. C'est tout ce que l'on essaye de faire ici, c'est extrêmement important. C'est le lien entre la cinématique, l'étude du mouvement, vitesse, accélération, position, trajectoire, et la mécanique, l'étude des forces. J'applique telle force sur ce système, etc. Qu'est-ce qui se passe? Mais bien sûr, il y a un lien entre les deux. Si je pousse quelqu'un, il va tomber. Pourquoi? Je vais lui infliger un mouvement, je vais lui imposer un mouvement par les forces que je lui ai appliquées. Et voilà la première relation qui permet de lier finalement le mouvement à ses causes, c'est-à-dire les forces. Ce symbole sigma majuscule, c'est la somme des forces, représente somme en mathématiques. Donc, si j'additionne toutes mes forces, j'obtiens un vecteur qui serait le vecteur qui regroupe toutes les forces, comme si j'avais une seule force, ça remplace, en fait, cette seule force remplace toutes les autres forces. C'est la somme. C'est égal à la masse de mon objet multiplié par la variation du vecteur vitesse par rapport au temps, par rapport à la variation du temps. Donc, qu'est-ce que ça implique? Eh bien, ça implique que la somme des forces appliquées à un système et son vecteur variation sont collinaires à le même sens. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que si, et je vais essayer de vous faire ça pas trop moche, si j'ai mon vecteur variation de vitesse ici, j'aurai mon vecteur somme des forces, et bien sûr, c'est très moche, je fais ça à la souris, je suis désolé, qui va être collinaire, c'est-à-dire il va être parallèle et dans le même sens. Donc, ça veut dire que là, connaissant le vecteur variation de vitesse, je connais déjà, mon vecteur somme des forces. C'est-à-dire, je connais la direction, le sens et même la norme, ça pourrait être calculé, parce que je pourrais calculer avec tout ça. Donc la longueur de la force qui a résulté, qui a été appliquée à mon système pour lui faire changer de vitesse. Donc, connaissant la variation de la vitesse, la durée sur laquelle cette variation de vitesse s'applique, et la masse de mon objet, je peux calculer les forces qui ont été à l'origine de ce mouvement. Donc il y a un lien entre tout ça. Et surtout au niveau construction graphique, delta V, le vecteur delta V et le vecteur somme des forces seront parallèles dans le même sens, et par contre de longueurs différentes. Ensuite, plus la masse du système est élevée, plus la valeur de la somme des forces doit être élevée pour faire varier le vecteur vitesse. Donc là aussi, c'est quelque chose de cohérent, de logique. C'est plus l'objet est lourd, plus il va falloir lui apporter une force importante pour lui faire varier sa vitesse. Il n'y a rien de bien compliqué. Mais ça se lit aussi, ça se comprend dans cette formule. Si la masse augmente, si j'ai une masse plus grande, alors la conséquence sur delta V, elle devrait être plus petite pour que finalement la force soit constante. Donc si j'applique une seule et même force, si sur un objet qui est plus lourd, la variation de vitesse sera plus faible. Donc il faudra bien une force plus grande pour avoir la même variation de vitesse sur un objet plus lourd. Donc là, c'est assez logique aussi, et ça se déduit de la force, de la formule, pardon. Et enfin, le cas connu en seconde, c'est le principe d'inertie qui nous dit que si la somme des forces est égale au vecteur nul, c'est-à-dire si les forces se compensent et les forces s'annulent, alors le vecteur variation de vitesse sera aussi égal au vecteur nul. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de variation du vecteur vitesse. Donc la vitesse ne varie pas. Et là, on est dans le cas, donc la vitesse ne varie pas, ça en valeur, mais non plus en direction. Donc en fait, c'est un mouvement rectiligne uniforme ou un mouvement immobile. Et ça, c'est dans le cas où les forces se compensent, c'est le principe d'inertie.